Bienvenue à tous. Mon nom est Marie-Josée Demers et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire de la série Midi Snack présentée par le RTCBQ. Le RTCBQ, c'est le regroupement des tables de concertation bioalimentaire du Québec, une organisation provinciale qui unit les forces de ses 17 membres à travers le Québec pour le développement d'un secteur bioalimentaire prospère et durable. Cette série de webinaires Midi Snack vise à outiller les acteurs du monde entrepreneurial bioalimentaire dans leur accès au marché institutionnel québécois. Alors, les petits rappels d'usage avant de débuter avec nos invités. D'abord, notez que les webinaires de la série Midi Snack sont enregistrés pour en faire bénéficier un maximum de personnes. Seront disponibles sur notre site Internet rtcbq.com dans la section webinaire de l'onglet commercialisation pour une écoute en rediffusion. Pour vos questions, nous vous demandons d'utiliser la section Q&R. Alors, nous y répondrons en cours de présentation ou à la toute fin de l'atelier. Alors, sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter notre invité qui aborde le sujet aujourd'hui, comment convertir un prospect en client, truc simple et efficace. VEC Entreprises et Communautés, service aux entreprises du Cégep de Victoriaville, est fier de collaborer à cet événement en partenariat avec sa formatrice Judith Boulanger, associée chez La Business, experte en vente, marketing et développement des marchés, pour nous partager en fait son expertise. Alors, Madame Boulanger, à vous la parole pour un atelier donc présenté en 3 volets. Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être avec vous ce midi. Je vous partage mon écran à l'instant avec notre présentation. Sans plus tarder, nous allons commencer. Un petit instant. Alors, si vous êtes parmi nous ce midi, c'est parce que vous avez, j'imagine, un intérêt à l'idée de convertir certains prospects en clients. C'est sûr que c'est un gros sujet pour toute entreprise, pour toute organisation qui veut faire croître des ventes ou faire véhiculer une idée, un concept, quelque chose qui vous tient à cœur essentiellement, évidemment. Donc, je vais me présenter à la suite des objectifs de la formation. En fait, aujourd'hui, j'aimerais vous transmettre certains bons réflexes et des bons outils à utiliser lors d'événements de maillage pour maximiser les résultats et transformer le plus de contacts établis en opportunités de vente. Des événements de maillage, ça prend toutes sortes de formes. Ça dépend de votre milieu, de votre secteur d'affaires, des activités auxquelles vous pouvez participer. Même des fois, souvent en présentiel, mais il y a aussi dans le virtuel. Hein, on a eu à le vivre pendant la pandémie, mais ça se poursuit encore. Des événements virtuels, on en a un d'ailleurs aujourd'hui. On n'est pas en personne, mais on crée quand même un événement. Alors, c'est ça les objectifs, c'est de trouver des moyens et d'utiliser des outils pour améliorer notre performance lors de ces événements-là. C'est de peut-être passer de spectateur à être un acteur. Ça, c'est très important. Quand on est dans le monde des ventes, on n'est pas des spectateurs, nous sommes des acteurs. Nous devons s'impliquer physiquement, nous devons s'impliquer avec notre esprit, notre tête, notre offre pour arriver à des fins. Donc, essentiellement, je passe rapidement ici parce qu'on va aller beaucoup plus en profondeur au courant de la présentation. Il y a beaucoup, je dirais pas tout se joue, il y avait un livre avant avec les enfants, là, tout se joue avant 6 ans ou quelque chose comme ça. Bien, en vente, presque tout se joue avant l'événement. Il y a une préparation préalable qui est vraiment importante, qui est extrêmement importante et qui va avoir vraiment un impact sur la suite des choses. Alors, tout établir votre offre, identifier votre segment de marché, tout ça, on va passer au travers. Ensuite, il y a pendant l'événement de maillage, pendant l'événement où vous pouvez shiner, entre guillemets, s'il y a des éléments clés à faire à ce moment-là également. Puis ensuite, il y a des suivis à faire après l'événement et ça, c'est presque aussi important que l'avant. Fait que le pendant, évidemment, qui est important, mais avant et après, ce sont 2 étapes essentielles. Donc, je me présente, Judith Boulanger. Moi, je suis née au cœur de l'entrepreneuriat. J'ai vécu essentiellement toute ma carrière, une grande partie de ma carrière au sein d'une entreprise familiale de 3e génération. Et puis, j'ai occupé différentes fonctions dans cette entreprise-là qui m'a permis vraiment d'apprendre et de vivre toutes sortes d'événements en lien avec les ventes. Mais je suis passée aussi de tout l'aspect logistique. Donc, même de centres de distribution, livraison, les achats qui sont extrêmement importants
pour se mener jusqu'aux ventes, hein, parce qu'on ne fait pas juste de la vente, là. On ne peut pas juste vendre sans considérer toute la chaîne de production qui vient avant. On ne peut pas vendre du rêve si notre chaîne n'est pas capable de suivre, on va juste nuire à notre entreprise. Donc, moi, j'ai ces connaissances-là d'une entreprise 360 qui ont fait en sorte que quand je me présente à un événement, quand je vais vendre, solliciter, rencontrer, je connais l'organisation de A à Z. Et c'est d'ailleurs un des éléments importants quand on fait de la prospection, c'est d'être en confiance et connaître en profondeur ce qu'on vend et y croire profondément, évidemment. Donc, ma carrière a été beaucoup articulée autour de ce rôle-là en entreprise familiale, mais j'ai aussi travaillé dans d'autres domaines par la suite. J'ai travaillé dans un domaine qui était complètement contraire à ce que j'ai pu connaître, aucunement dans mes cordes en termes de connaissances, mais c'est la même base, la vente. Peu importe ce qu'on vend, il y a une base commune. Donc, j'ai pu l'utiliser, tirer mon épingle du jeu également. Et puis, dernièrement, depuis 1 an et demi, en fait, j'ai fondé ma propre boîte qui s'appelle la Business Agence avec une associée qui était d'ailleurs une ancienne collègue avec qui j'avais beaucoup de plaisir à travailler et avec qui on a eu un impact significatif en vente et en marketing. Pour vous donner un petit peu une idée de l'expertise qu'on a puis des gens avec qui on a pu travailler, vous voyez à droite les grandes chaînes, ce sont des clients avec qui on a traité, soit moi, soit ma collègue Fanny. Ces gens-là, vous comprenez qu'ils deviennent de prospects à clients, c'est une tâche colossale. Aller chercher un client comme Costco, c'est un travail colossal. Aller travailler avec des grosses chaînes comme Home Depot, dans le domaine plein air, chasse-pêche, académie, sel, c'est des approches particulières. C'est des approches de longue haleine, c'est beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Donc, vous voyez, là, c'est notre expertise, c'est la mienne, ça a été ma carrière, de la représentation, de l'aménagement, de la commercialisation. Ça vous donne un portrait, puis ça vous donne une idée pourquoi je suis en mesure de vous parler de ça aujourd'hui. Donc, le programme aujourd'hui, il y a 3 étapes essentielles, comme je vous disais, et que je vais marteler jusqu'à la fin de la présentation. La préparation en avant, l'exécution, le pendant et les suivis qui sont après. Vous n'hésitez pas, hein, comme on a mentionné, si jamais vous avez des questions en cours de route, vous pouvez les écrire là, dans le questions-réponses. On verra si c'est possible d'y répondre en temps réel ou ça ira à la fin. Mais ce serait super intéressant là, que vous ne laissiez pas passer des informations qui seraient utiles à vous, mais peut-être aux autres participants également. Fait que ce serait le fun. Donc, on commence par la préparation. Puis justement, là, pour être vraiment en forme puis préparé, là, je vais enlever mon chandail parce qu'il fait trop chaud. Et puis, quand il fait trop chaud, bien, on a une moins bonne prestation. C'est un truc de vente aussi, il faut être confortable pour faire ce qu'on a à faire. Donc, cibler le marché à solliciter. Bon, on sait qu'on veut faire des ventes. On sait qu'on veut, hey, moi, je vais augmenter mes ventes, j'aimerais ça, là, dans le fond, là, de 10 de 15 OK. Maintenant, à qui tu t'adresses? C'est qui réellement que tu veux rejoindre? Dans le cas qui vous occupe, c'est-tu du business to business? C'est-tu du business to consumer? Le consommateur, ben, c'est, disons, la vente en ligne directe à un consommateur, pas nécessairement juste la vente en ligne, mais un commerce de détail, une boulangerie vend au consommateur qui se présente devant le comptoir. Le B2B, c'est autre chose. Là, je crois que dans votre cas, la majorité des gens, vous voulez rejoindre un milieu institutionnel. Ça peut être aussi du milieu commercial, ça peut être un milieu industriel. Mais l'institutionnel, c'est un marché particulier. Si c'est celui-là que vous visez, bien, c'est un secteur d'activité sur lequel il faut s'informer, puis il faut comprendre les réalités, les tenants et aboutissants et leurs besoins. Est-ce que vous ciblez tout le Québec? Êtes-vous capable de desservir large? Est-ce que vous êtes capable, est-ce que vous êtes capable d'une chose? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Des fois, on peut penser que c'est le fun. Je vends partout, j'ai des points de vente partout, c'est merveilleux. Ça coûte cher. Plus c'est large, plus c'est cher. Est-ce qu'on est mieux de cibler un petit peu plus serré? Viser un territoire X qui est plus naturel en termes de distribution, qui coûte moins cher en termes de distribution, qui logistiquement demande moins d'efforts, puis qui est plus rentable, parce que ça peut être ça aussi. Donc, il y a beaucoup de réflexions à faire avant de dire où est-ce que vous voulez cibler, là, t'sais. Donc, cette zone géographique-là est à ne pas négliger quand il y a des opérations qui sont impliquées. Comme je vous disais, c'est le fun de vendre.
mais il faut que la machine derrière suive. Est-ce que votre machine est guérée pour vendre plus loin qu'un certain secteur? Bonne question. Est-ce que votre machine est guérée pour vendre à certains secteurs qui ont des exigences particulières? Je donne un exemple. Des packaging en quantité, là, je ne sais pas, d'habitude, c'est en boîte de 12, mais eux autres, ils veulent 48. Puis ils ne veulent pas 4 boîtes, ils veulent un emballage de 48. Est-ce que vous êtes capable de suivre ça? Est-ce que votre entreprise, vos opérations sont en mesure de s'adapter à ce type de réalité-là? Toutes des réflexions qu'il faut avoir avant même de contacter ces gens-là. Ici, c'est quoi votre offre que vous voulez offrir? Ça paraît peut-être un peu niaiseux, mais ça ne l'est pas. Si vous communiquez avec quelqu'un, c'est pour lui vendre quoi? C'est pour lui offrir quoi? Est-ce que c'est votre gamme au complet? Est-ce que c'est une sélection de produits ou une offre spécifique? C'est-tu une nouveauté, un nouveau produit que vous introduisez, une nouvelle façon de le vendre, une nouvelle façon de le commercialiser? Est-ce que c'est vous offrez un nouveau service dans le sens où vous n'étiez pas capable de livrer avant, vous n'étiez pas en mesure de livrer plus souvent qu'aux 2 semaines, alors que là, vous êtes capable de livrer à chaque semaine. Vous avez développé un réseau, puis vous avez trouvé une façon de faire économiquement qui le permet. Ça peut être un gros plus. Ça peut être quelque chose qui vous a empêché de vendre par le passé à une institution ou à un client qui disait, ben oui, mais moi, j'ai besoin que ce soit d'être desservi à chaque semaine. Ah, désolé, on n'est pas en mesure de faire ça. Ça arrive, là. Ça arrive que c'est pas que notre produit ne plaît pas, c'est pas que le prix n'est pas bon, mais des fois, logistiquement ou économiquement, c'est pas viable ou géographiquement, ça se fait pas ou en termes de préservation des aliments, c'est un enjeu. Les enjeux, parfois, sont vraiment variés. Donc, au moment où on dit, ben là, on part à la course de sollicitation, je veux aller solliciter davantage de gens, il faut s'assurer que notre offre qu'on définit est en ligne avec le segment de marché qu'on identifie et qu'on aimerait rejoindre. Puis si on n'a rien de particulier à dire, c'est moins fort que si on a un highlight à vendre. Si on a une nouveauté, si on a un teaser, il faut être capable d'identifier une offre qui va attirer l'attention. Ce n'est pas toujours le prix, comme je vous dis. Parfois, c'est le prix, mais ce n'est pas toujours le prix. Ça peut être une promotion, oui. Ça peut être un dating aussi. Est-ce qu'on offre un terme de paiement plus long? Est-ce qu'on offre un escompte supplémentaire s'il y a un paiement anticipé? Est-ce qu'on offre un service additionnel à l'achat de X choses? Là, c'est le temps d'être créatif. C'est le temps d'être dans votre entreprise, d'utiliser l'esprit créatif de tout le monde, de mettre toutes ces belles idées-là dans un fichier Excel pour voir si c'est viable économiquement. Puis à partir de là, vous commencez à préparer ce que vous avez à dire à votre client. Quand je vais lui parler comment je peux l'intéresser, c'est avec telle affaire ou telle affaire. Et dépendamment du client que vous ciblez, parce que chaque prospect est différent, vous utilisez le bon argument pour atteindre cette personne-là. Tu sais, moi, si je pars à la recherche d'une voiture présentement, là, je ne suis pas en train de magasiner une voiture, même si je vois passer plein d'annonces de voitures, là, que c'est le temps d'en acheter une, puis il faut se garrocher parce que c'est après Noël, puis tout ça, je ne suis pas réceptive. Parce que je n'ai pas un besoin à combler présentement, puis ça ne m'apportera absolument rien de plus. Par contre, si mon voisin, lui, il est en recherche active de changer de voiture, il va avoir une oreille attentive. Ça va être le bon moment, le bon argument possiblement qui va le faire céder, c'est là. Mais présentement, il faut que vous sachiez qu'est-ce qui correspond à un besoin non comblé chez votre client. Donc, quelle offre avec laquelle vous allez arriver va susciter son écoute. Parce que c'est, tu sais, nos clients, là, les institutions, les commerces, ils reçoivent une tonne d'offres, sont sollicités de toutes parts. Puis dans un événement de maillage, que ce soit un repas, un congrès, un 5 à 7, une exposition commerciale, ils sont très sollicités. Tout le monde a quelque chose à leur vendre ou à leur offrir. Donc, c'est un des éléments clés que d'identifier quelle est cette offre de produit ou ce service qui va correspondre aux besoins de ce client-là.
Donc, il faut définir une proposition de valeur claire. Valeur claire, c'est d'avoir un ou deux éléments vraiment clés pour susciter l'attention rapidement. Ça n'empêchera pas, une fois que la discussion est ouverte, est lancée, qu'il y a une réception de la part du prospect, ça n'empêchera pas d'aller plus en profondeur dans votre offre de produit, puis de dire, ben écoutez, non seulement j'ai ça, mais on peut aussi faire ça, puis on a ça, puis il peut, tu sais. Après ça, c'est que le dialogue est ouvert, puis on peut arriver avec d'autres choses. Mais à la base, il faut quand même aller chercher l'intérêt. Ça va tout le monde? Oui? Énumérez la liste de tous les avantages de votre offre. Ça a l'air bête, là, parce que vous pensez que vous les avez tous dans la tête, mais de les écrire, c'est important. Les mettre sur papier, que vous ou que toutes les personnes qui sont impliquées dans les événements de maillage, qui sont présents, qui sont vos représentants à un moment ou à un autre, les aient sous les yeux. Donc, est-ce que votre produit a une valeur ajoutée? Est-ce qu'il apporte quelque chose de distinctif? Est-ce que, je ne sais pas, moi, sa durée de vie active est plus longue que d'autres? Est-ce que votre produit provient d'un élevage particulier, d'une façon de cultiver particulière? Est-ce qu'elle est unique et distinctive sur le marché? Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre offre qui est unique? Ça peut être aussi la façon de le packager, la commercialisation. Ça peut être, comme je vous disais, votre réseau de distribution qui est infaillible et qui fait envie à tout le monde. Est-ce que vous offrez une alternative locale biologique, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose comme ça? Puis encore là, qui sera attentif à cet argument-là? Offrir une alternative locale biologique peut être super, super important pour certains commerces, institutions, entreprises. Puis pour d'autres, ça peut être, c'est pas eux quelque chose qu'ils recherchent. Donc, quand même que vous martelez cette force-là à ces gens-là, c'est pas quelque chose qui comble un besoin pour eux, c'est pas ça. Quand je vous dis là qu'il faut comprendre à qui on s'adresse, c'est extrêmement important. Des avantages monétaires pour le client, évidemment. Soit que le client, dépendamment quel type de client c'est, mais si c'est un client qui va revendre le produit ou que ça va lui coûter moins cher d'utiliser votre produit dans la fabrication ou dans la fabrication du produit qu'eux revendent, qui ont une meilleure marge de profit, ça, c'est un gros argument pour beaucoup. Pour d'autres, c'est pas important parce que pour X raisons, dans le budget qu'ils ont, puis dans l'offre qu'ils ont, puis dans la mission qu'ils ont, ce n'est pas le critère. Donc, il faut voir c'est qui, là. C'est quoi qui s'adresse à qui. Est-ce qu'un rabais volume, même chose, ça a-t-il un intérêt pour certains? Livraison gratuite, etc. Mais bref, ça, je suis allée un petit peu, j'ai donné des exemples, mais dans les faits, c'est de tous les lister. Puis une fois qu'ils sont listés, c'est de savoir aussi, bien, dépendamment à qui vous vous adressez, à qui vous voulez vous adresser comme segment, est-ce que ce produit, ces avantages-là sont des arguments valables pour un acheteur? Parce qu'un acheteur, ça a des raisons d'acheter. Quand c'est un acheteur corporatif, ça a des objectifs à atteindre. Quand c'est un acheteur, un consommateur, ça a des besoins à combler. Mais un acheteur corporatif, ce sont des objectifs à atteindre. Soit c'est vous veillez à l'alimentation de personnes, je ne sais pas, âgées dans des RPA, et puis il faut qu'il y ait des apports nutritionnels particuliers, il faut que ce soit à un coût le plus économique possible, avec une fraîcheur qui exige des livraisons fréquentes. Bon, si ça, c'est leur objectif, est-ce que votre offre et vos avantages de votre offre cadrent dans leurs objectifs? C'est important à savoir. Voilà. Donc, les objectifs visés, mais ça, c'est vos objectifs à vous, là. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Voulez-vous vendre en direct? Est-ce que vous voulez, je ne sais pas, vous aviez un distributeur avant, puis maintenant, vous aimeriez vous occuper vous-même de votre distribution. Donc, vous démarrez un processus là, pour rejoindre des prospects pour qu'ils deviennent, en espérant qu'ils deviennent vos clients. Est-ce que vous voulez, il y a des clients que vous aimeriez donc avoir, ça fait longtemps que vous les connaissez ou pas, mais bref, juste obtenir une rencontre. C'est ça que vous aimeriez. Parce que vous n'avez jamais réussi à avoir un temps avec l'acheteur de cette institution-là ou de cette entreprise-là. Et puis, vous aimeriez avoir un temps d'antenne pour exprimer ce que vous avez à dire ou faire part de votre offre ou mettre en valeur votre entreprise.
Ça en est un objectif, ça, obtenir une rencontre. Je vais vous dire que quand on fait affaire avec des grandes bannières, comme je vous ai montré, là, obtenir un rendez-vous, c'est déjà une demi-victoire. C'est très difficile d'attirer l'attention parfois des acheteurs, donc c'est d'autant plus difficile d'obtenir un rendez-vous, un temps vraiment fixé dans l'agenda avec un lieu ou une rencontre virtuelle. Est-ce que vous aimeriez plutôt comme objectif d'être capable de renvoyer une commande test, leur renvoyer quelque chose, un échantillon à goûter, quelque chose là, qui serait, vous pensez, un game changer avec ce prospect-là? Est-ce que c'est quelque chose qui ferait comme aïe, 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 il ne pourra pas résister une fois qu'il va avoir goûté à mon produit? Peut-être. Maintenant, comment arriver à être capable d'envoyer ça, puis qu'il fasse le lien avec vous, puis que tout ça mène à quelque chose? Parce que, tu sais, on peut envoyer bien des affaires partout. Si ça se ramasse dans la poubelle ou entre les mauvaises mains, dans le sens pas entre les bonnes mains décisionnelles, c'est un coup d'épée dans l'eau. Donc, il faut vraiment, vraiment mesurer vos efforts, puis vous assurer que vos efforts sont faits dans le bon angle. Puis c'est ça, c'est tout un art quand même. Puis d'habitude, quand on arrive, avant d'entreprendre des événements de maillage ou une exposition commerciale ou un congrès ou un endroit où vous faites de la représentation, vous devez idéalement vous doter d'objectifs clairs, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, puis définis dans le temps. On en met un ici. Exemple, obtenez 20 commandes pour un total de 4 000 d'ici le 31 mars 2025. En faisant quoi? Ça pourrait être 20 commandes de telle promotion que j'ai en cours. Je pense que c'est atteignable. Je pense vraiment que c'est réaliste. Puis, c'est avant la fin du premier trimestre parce que je veux que les chiffres entrent dans mes états financiers. Bien, essayez de vous faire une tête comme ça avant de démarrer. Parce que là, vous avez défini à qui vous vouliez parler. Vous avez défini c'est quoi votre offre que vous voulez faire ou en tout cas les éléments clés à mettre en valeur. Vous avez listé tous les avantages de votre produit puis identifié si ça convient généralement au segment de marché que vous voulez aller chercher. Puis si vous vous rendez compte que les avantages de votre produit puis de votre offre ne conviennent pas à des besoins, il faut y repenser avant de les solliciter. Parce que quand on sollicite quelqu'un, on n'a pas 10 000 chances. La première fois, il faut essayer d'être déjà assez juste puis assez dans le mille pour susciter l'attention puis que la discussion, le dialogue soit ouvert. On ne peut pas revenir 4 fois à la charge avec 4 offres différentes, alors qu'il n'y a pas vraiment de feedback puis qu'il n'y a pas vraiment de... Ça va être très, très difficile à ce moment-là à revenir en arrière, de l'arrière. On va être comme en hockey de rattrapage. Là. Fait que ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut. Il faut arriver avec des objectifs corporatifs clairs et structurer son approche avant même de parler à n'importe quel prospect. Donc, on veut convaincre un prospect d'adhérer à nos produits ou services, soit au premier entretien, soit d'ouvrir le dialogue. Comme je vous dis, là, ouvrir le dialogue, là, ça déjà, là, c'est comme rentrer un pied dans la porte. Tu sais, là, tu rentres un pied, là, la porte elle reste fermée, mais tu as un pied. Là. Ben, à partir du moment que ton pied est dans la porte, la lumière commence à rentrer. OK? Donc, il faut essayer doucement, de la bonne façon, d'entrouvrir cette porte-là pour qu'il y ait une ouverture à l'écoute. Comme je vous dis, on va obtenir soit un rendez-vous, soit un essai, soit un engagement de la part du client. Il y a des gens qui rapidement vont dire oui, là. Tu sais, c'est pas toujours un parcours du combattant. Puis il y en a qui on serait étonnés, on pense qu'ils sont inatteignables. Puis là, on a quasiment peur de les contacter. Puis la journée qu'on les contacte, mon Dieu, écoute, ils ouvrent grand ouvert leur objectif, ils parlent de long en large de c'est quoi leurs besoins. On a juste à écouter puis à combler ces besoins-là. Puis c'est plus facile qu'on pense. Des fois, c'est difficile et ardu, mais c'est pas toujours le cas. Puis, c'est bien important d'être en relation avec le client pour comprendre ses besoins. Des fois, on peut penser qu'ils ont certains besoins, mais dans les faits, ce n'est pas réellement leurs besoins. T'sais. Fait qu'on reste un peu surpris des fois. On dit, tabarouette, moi, j'étais sûre qu'eux autres, ça, c'était quelque chose d'extrêmement important. Puis, eux autres, ben, ils ont fait leur planification stratégique, puis l'axe stratégique a changé, tu sais. Fait que c'est important d'en tenir compte.
Puis, en bout de ligne, là, on veut clore une vente. Il ne faut pas se le cacher. Ce qu'on veut, c'est vendre. Puis, dans ce cas-ci, c'est vendre des biens ou des services. Des fois, c'est vendre une idée, mais en tout cas, là, c'est des biens et des services. On veut vendre. On veut qu'il y ait une transaction financière qui se passe, puis qu'elle soit au bénéfice de notre entreprise. C'est ça qu'on veut. Donc, comment on se prend maintenant? Bien, il faut travailler avec des listes de prospects selon différents critères puis catégories de clients. Ça, c'est très important. Avant l'événement, si vous avez un événement ciblé, bien, c'est important de savoir qui va être là, puis tout ça. On va en reparler, mais tu sais, c'est avant l'événement qu'on fait un certain travail qui ne pourra pas complètement nous donner les réponses avant même l'événement, là, parce qu'à l'événement, il se passe plein d'affaires puis d'imprévus qu'on ne savait pas, puis tout ça, mais avant l'événement, il y a une préparation qu'on peut faire. En passant, dans mon jargon, là, dans le jargon des ventes, on dit souvent des leads. Un prospect, c'est un lead. Bien, un lead, c'est un terme anglais qui sert à désigner un contact de nature commerciale. Dans le fond, c'est quelqu'un, c'est un prospect, là, on dit souvent prospect en français, mais on dit souvent des leads. Puis en anglais, si on travaille avec des logiciels, puis des CRM, tout ça, c'est toujours des leads. Alors, je m'excuse, hein, moi, j'utilise beaucoup d'anglicisme, malheureusement, mais dans mon métier, je travaille beaucoup en anglais. Donc, j'ai toujours été un petit peu prise. Mon langage de vente est essentiellement en anglais, mais je m'excuse. Alors, tout ça pour dire qu'avant l'événement, on contacte des leads qui ont du potentiel identifié d'abord, parce que des fois, on le sait un peu ou on est capable de savoir qui va être présent. Quand il y a un salon commercial, il y a des listes de participants qui sont disponibles. Pas toujours, mais des fois, oui. Ça, c'est important de voir est-ce que ça a un intérêt pour vous. Des fois, ils vendent cette liste-là, mais peut-être que l'investissement vaut la peine. On consulte la liste des exposants à un salon. Parce qu'il dit que ce ne sont que les visiteurs à un salon commercial qui sont des clients intéressants ou potentiels. Ça peut être les exposants autour de vous. Ça peut être étonnant, les alliances qui peuvent se faire des fois entre exposants, développer un lien d'affaires pour aller solliciter, disons, une tierce personne ou un exposant qui offre un produit, mais nous, on vend un produit dans lequel ça pourrait entrer dans sa fabrication à ce produit à lui. Tu sais, faut être ouvert. Faut garder les œillères ouvertes en tout temps parce qu'il peut y avoir des beaux partenariats puis des beaux liens d'affaires qui se créent même avec des exposants. Puis pas juste ça. Quand un exposant, on voit la liste des exposants à un salon, puis qu'on sait que tel exposant vend à tel client, puis ça donne que c'est un client qu'on aimerait, bien, on se doute que ça se peut bien que ces clients-là qu'on aimerait soient présents. Donc, c'est d'analyser ça pour dire, ah ouais, hey, eux autres, ils vendent, je sais pas moi, je donne un exemple d'un détaillant, mais eux autres, ils vendent à métro. Bien, ça veut dire que les acheteurs de métro risquent d'être là. Ça peut peut-être être intéressant pour nous. Hein? Hey, eux autres, ils ont un contrat avec le gouvernement pour tel type d'hébergement. Ah, la tabarouette, ça, on aimerait ça, ça nous déboucherait un volume, puis c'est dans notre zone géographique. Puis, tu sais, on fait toutes sortes de liens comme ça, on passe un entonnoir. Puis, ça nous dit, ben peut-être qu'il y a des gens en lien qui peuvent être présents ou peut-être que cet exposant-là peut aussi me mettre en contact. Puis ça, c'est à ne pas négliger. On s'entend qu'il faut devenir ami un peu, là, mais c'est rien d'impossible. L'autre chose aussi, on cible une association ou une fédération pertinente, puis on scrute la liste des membres. Tu sais, si on assiste à un congrès ou un 5 à 7 de telle association, bien, quand on consulte la liste des membres, ça donne une bonne idée de qui peut être présent là. Puis ça peut nous donner aussi une idée de qui nous, on aimerait contacter ou entrer en contact avec. Donc, de scruter ça avant de se présenter quelque part, ça peut être intéressant. D'autant plus que ça peut nous donner un indice, oui, de leur présence, mais aussi donc de se préparer en conséquence si effectivement vous êtes capable d'entrer en contact avec ces gens-là. Puis les chambres de commerce locales, etc. Pardon. C'est toujours bon, les membres d'une chambre de commerce. Excusez-moi. Des fois, ben, on peut aller vite, mais d'autres fois, on accroche, on dit, oh, tabarouette, ça, j'aimerais ça rencontrer ou contacter cette personne-là. Et puis, à ce moment-là, des fois, il y a les coordonnées, puis ça peut être plus simple.
Maintenant, comment on qualifie ça des leads? Parce qu'un lead, comme je vous dis, c'est un prospect, c'est quelqu'un qu'on aimerait contacter, entrer en contact. Surtout, contacter, c'est une chose, puis entrer en contact, c'est encore mieux parce que là, c'est comme un contact qui se crée. Euh, donc, on regarde les clients, un client potentiel dans un segment de marché visé. Bon, moi, je veux une institution dans la région du centre du Québec qui est dans le domaine, je ne sais pas moi, des résidences pour personnes âgées. Voici ce que je cherche. OK. Là, après ça, bon, ben, le chiffre d'affaires potentiel, ça peut être un autre critère. Moi, je veux vendre un type d'institution dans tel type dans tel type de domaine qui peut m'acheter pour 500 000 par année. Je veux un certain volume chez un client. Fait que là, tu dis, bon, ben, qui pourrait être ces clients qui pourraient rencontrer ces critères-là? Moi, je veux développer le territoire de la Mauricie. Et puis, je veux que ce soit, je ne sais pas moi, une entreprise en forte croissance pour pouvoir développer mes propres ventes au sein de cette entreprise-là qui a une croissance. Ça se peut que ce soit ça, puis c'est comme ça que vous allez générer votre liste de personnes à contacter en ciblant ce secteur-là. Notre produit-service ne répond à un besoin de ses clients potentiels. Bon, on sait très bien là, que tel client, là, il a un besoin flagrant de champignons de telle sorte, etc., puis que son besoin n'est pas comblé. Ah ouais, ben moi, je peux combler ce besoin-là. Il me reste juste à trouver le moyen d'entrer en contact avec eux. Je sais que telle grande chaîne est à la recherche active de quelqu'un qui peut lui livrer 2 fois semaine, puis le maximum de produits one-stop shop au niveau de votre secteur. Ben, vous vous alignez là-dessus. Donc, tu sais, c'est vraiment une réflexion de ce type-là, mais avant, il faut que vous ayez déterminé vos objectifs, il faut que vous ayez déterminé votre segment de marché. Je reviens toujours à ça. Judith, c'est Oui, vraiment super intéressant. Puis, wow. J'ai une question. Est-ce oui. que, malgré le fait qu'on soit très près, qu'on ait fait cet exercice-là, qu'est-ce que vous dites aux gens qui se feront proposer peut-être de fournir, mais à hauteur qui dépasse ce qu'on avait imaginé comme étant la capacité idéale? Parfois, parce qu'on est excité et on est content de ce nouveau contact-là, on serait tenté de dire oui, je vais le faire, Mhm. malgré le fait que je ne suis pas sûre que je suis capable de le faire. Qu'est-ce que vous dites à ces entreprises? Excellente question et ça arrive effectivement. Je pense que personnellement, moi, je privilégie l'authenticité et la franchise avec le client ou le prospect. Je pense qu'une bonne relation d'affaires, c'est basé sur la franchise, c'est basé sur être transparent. Donc, de dire, écoutez, je serais très excitée de faire affaire avec vous. Cependant, voici ma capacité à le faire. Parce que moi, je ne veux pas, comme on dit, over-promise, under-deliver. Je ne veux pas promettre plus que ce que je suis capable de livrer. Et s'exprimer de cette façon-là, en étant d'une authenticité et d'une transparence, généralement, ça apporte beaucoup de... les clients ont beaucoup de respect pour un fournisseur qui va faire ça. Un client va avoir beaucoup moins de respect pour un client qui va promettre, promettre, promettre sans être capable de livrer. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un fournisseur qui ne livre pas tel qu'il s'est engagé à le faire, ça amène des problèmes. Ça amène des problèmes, des coûts, ça amène un bris dans leur chaîne à eux de logistique, ça amène une perte de confiance d'un acheteur face à son fournisseur. Donc, on n'a absolument pas avantage à se commettre à quelque chose qu'on est incapable de livrer. Euh, voilà, moi, c'est ma façon d'aborder ça. Puis je pense que j'ai été acheteuse aussi. Euh, des acheteurs, c'est intransigeant, puis ça a des objectifs à rencontrer, puis ça peut même amener des emmerdes assez importantes si on n'est pas transparent. Merci beaucoup de la réponse, Judith. Je vous laisse continuer. Plaisir. Voilà, l'autre chose, c'est bon, est-ce que le degré d'intérêt pour nous comme client potentiel? Tu sais, s'il y a un client qui existe, il y a des clients là, qui existent puis qu'on aimerait de loin, on aimerait les servir. Mais plus ça va, plus on apprend sur ce prospect-là, ça ne rejoint pas nos valeurs ou ça ne rejoint pas certaines choses, façons de faire.
faut se questionner sérieusement à savoir si on veut ces clients-là. Parce que oui, des fois, on est un peu en mode, écoute, là, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre, puis on va prendre ceux qui viennent. OK, oui. Mais il y a aussi des fois où on aimerait développer, mais pas à n'importe quel prix. Puis là, ben, il faut réfléchir avant de les contacter si on pense que ces clients-là, il y a un fit avec nous. Parce qu'un client qui n'a pas de fit avec nous, la ride est longue, hein? C'est long, longtemps. Fait que c'est quelques éléments que je voulais mettre en lumière. Donc, il faut établir ensuite la priorité parmi ces listes qu'on a sorties. Comme je vous disais, la liste territoire, Mauricie, de tel type d'institution, etc. Là, on procède méthodiquement. C'est quoi les gains potentiels les plus rapides? Généralement, là, à travers la liste qu'on a sortie, quels sont les gains les plus rapides? J'ai 10 noms sur ma liste. Il y en a qui sont situés là, 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 là. Chiffre d'affaires de temps, nanana, nanana. Ben, si vous pensez que le numéro 3 sur la liste, en lui, ça va être plus facile parce que j'ai quelqu'un que je connais en commun, nanana, puis je pense qu'il y aurait une oreille attentive, ben, commencez par celui-là. Allez chercher ceux qui ont un gain potentiel les plus rapides. Aussi, est-ce qu'il y en a qu'on contacte avant l'événement de maillage? Parce que là, on est toujours en mode là, qu'il va y avoir un événement de maillage. Est-ce qu'on en contacte avant ou pas? Il y a des gens à qui on a déjà parlé. C'est pas des gens à qui on. Des fois, là, on les a déjà rencontrés, les prospects. Ça n'a jamais closé. On n'a jamais réussi à faire affaire. Mais il en demeure pas moins que ça demeure un prospect. On aimerait ça. Est-ce que ces gens-là, avec qui on a déjà eu un contact, on ne pourrait pas les convier en marge de l'événement? Est-ce qu'on pourrait aller dîner ensemble? J'aimerais vous inviter à dîner avant l'événement. J'aimerais vous inviter à souper pour qu'on discute là, s'il n'y aurait pas un potentiel développement entre nos deux entreprises. Ça, là, ça se fait très bien. Puis, ça démontre une proactivité. Puis, ça démontre votre intérêt. Vous renouvelez votre intérêt à parler à ce client-là. Peut-être que la dernière fois que vous avez été en contact avec lui, l'offre que vous aviez ne correspondait pas à son besoin. Peut-être que vous aviez mal identifié son besoin. Peut-être qu'il y avait zéro besoin à ce stade-ci, mais il ne vous a pas oublié à tout jamais. C'est juste qu'il a passé à d'autres choses. Mais vous, là, votre job, c'est de revenir à la charge. Ce n'est pas à lui de revenir à vous. Quand on fait des ventes, c'est nous qui revenons à la charge. On sollicite, on revient, on essaie de voir si on peut trouver un autre angle. Donc, c'est le temps d'inviter ces gens-là. C'est sûr que c'est plus facile d'inviter quelqu'un en marge à aller prendre un café pendant l'exposition, c'est plus facile quand on a déjà eu un contact avec ces gens-là. Rarement, on invite quelqu'un à qui on n'a jamais parlé. C'est vraiment plus quelqu'un avec qui on a déjà eu un contact. Par contre, ça, c'est pour aller prendre un café ou discuter ou tout de suite avoir une rencontre. Par contre, l'autre chose, c'est quand on a des prospects avec qui on n'a jamais vraiment parlé, on peut les inviter directement à venir nous voir à notre kiosque ou, si c'est un kiosque d'une exposition. Ça se fait très bien. Dire, écoutez, on va être présent à kiosque 506, ça me ferait plaisir d'avoir quelques minutes avec vous. Juste que vous veniez voir, veniez goûter, veniez tester, veniez constater le chemin parcouru depuis les dernières années, non, non, non. Fait que ça se fait très bien aussi. Évidemment, on se divise les tâches où il y a juste une personne qui le fait pour ne pas contacter quelqu'un en double, mais aussi pour ne pas oublier personne. Parce que avant un événement, on sollicite les gens pour qu'ils viennent nous voir dans notre kiosque ou pour les rencontrer. Puis une rencontre dans un kiosque, c'est quand même pas une rencontre comme être assis dans un bureau. Souvent, c'est un contact assez court qui mène à une rencontre plus longue, ce qu'on espère. Donc, on peut le faire en personne, là, d'inviter quelqu'un. C'est sûr que si c'est un client que vous connaissez, que vous côtoyez souvent, il n'a jamais acheté, mais vous aimeriez donc ça. Hey, on va être au même show la semaine prochaine, ce serait le fun, on va être au kiosque 506, pouvez-vous passer, tu sais. Sinon, ben, par courriel, c'est extrêmement fréquent d'inviter les gens pour leur parler. Ou, écoute, il y en a, on est rendu texto, Messenger, Snap, si ça vous tente, faites comme vous voulez, mais entrer en contact avec des prospects, c'est super important avant l'événement. Après ça, ben, développez vos outils. Les outils numériques ou imprimés, développez vos outils, soyez prêts. Parce que la journée qui va être attentive, il faut que vous ayez sous la main votre offre, votre promotion, votre différenciation, votre nouveau produit. Ayez les outils prêts parce que peut-être qu'à gauche, ça va partir plus vite que vous pensez, puis là, ce n'est pas le temps de la table à dessin. Il faut que ce soit prêt.
Donc, vos documents, il faut qu'ils soient prêts à envoyer par courriel, attrayants, informatifs, complets. Il faut qu'ils soient imprimés aussi, parce que si jamais c'est en personne dans un kiosque, il faut que vous puissiez lui donner. Puis si vous contactez un prospect, puis il vous répond tout de suite, oui, oui, j'aimerais ça, donne-moi en plus un peu d'infos, puis on est recevoir au show, bien, tout de suite, il faut que vous soyez prêt à envoyer par courriel le document. La section du site web concernée à ce que vous voulez vendre, les liens vers vos réseaux sociaux, toujours, toujours, toujours. Vos réseaux sociaux, ne les oubliez pas. Mettez les liens dans vos courriels, mettez les liens pour qu'ils voient votre communauté, qu'ils vous connaissent. Puis, s'assurer d'avoir des échantillons prêts pour envoi si c'est pertinent. La journée qu'un prospect est prêt, ce n'est pas le temps de zigonner à savoir si vous allez être capable d'y envoyer des échantillons. Il faut avoir prévu ça avant de solliciter pour dire, bon, ben là, j'en ai rendu à envoyer des échantillons. Oui, j'aimerais goûter. Oui, j'aimerais voir. Non, non, non. Bien, soyez prêts. Préparez vos équipes à ça aussi, parce que ce n'est pas juste l'équipe des ventes. Je reviens toujours. Toute la chaîne en arrière, toute la chaîne de production logistique, tout ça doit être impliqué à un moment ou à un autre. Parce que la journée que quelqu'un est prêt à faire un essai avec vous, il faut que tout le monde à l'intérieur de l'entreprise soit prêt. L'autre chose, la compétition. Connaissez-vous la compétition? Il ne faut pas négliger ça. Il faut connaître l'offre de la compétition, ses produits et ses services comparables. Non seulement il faut le connaître pour vous-même, il faut aussi le connaître pour être en mesure de parler avec un prospect qui peut-être fait affaire avec la compétition. Chose certaine, le but de connaître la compétition n'est absolument jamais de bâcher la compétition face à un prospect ou un client. C'est absolument pas ça. C'est surtout de maîtriser l'offre de la compétition pour être plus en mesure de mettre en valeur votre offre. C'est beaucoup plus ça. Puis de contre-argumenter si jamais le client aimait, ouais, mais moi, mon fournisseur actuel, il me permet une livraison 2 fois semaine. De ce que je vois, vous faites 1 fois semaine. Oui, effectivement. Nous, on n'a pas cette 2 fois semaine-là, mais en contrepartie, nos minimum orders sont plus petits. Non, 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 tu sais. On arrive avec une contre-argumentation qui vient un peu défaire la force de l'argument de faire affaire avec le compétiteur. Donc ça, c'est important d'avoir ça. Fait qu'il faut se doter d'un fichier idéalement là, pour que tout le monde ait la même information sur les yeux. On se fait un petit fichier Excel. Compétiteur qui s'appelle Rodrigue, Fredette puis Lacoste. Ces 3 compétiteurs-là, bon, ben c'est quoi leur force? C'est quoi leur faiblesse? Puis nous, où est-ce qu'on est plus fort? Où est-ce qu'on est différent? Puis où est-ce qu'on se distingue? J'ai parlé plutôt d'une offre distinctive. C'est pas toujours d'être le meilleur ou tout ça, c'est d'être distinctif et de se faire valoir comme tel auprès d'un prospect. Et ça nous permet donc, en connaissant ça, de se positionner sur le marché. Fait que aussi, si c'est un salon commercial, si c'est un événement de maillage, là, un 5 à 7, un congrès, tout ça, est-ce que nos compétiteurs seront présents? Oui ou non? Et qui? Fait que ça, c'est toujours important. Il faut toujours avoir un œil là-dessus. Donc, un petit, c'est pas un récapitulatif, là, parce qu'on n'a pas fini, mais ici, là, la liste de contacts. On cible qui on veut contacter parmi ces listes-là. On identifie ceux qu'on pense qui sont les plus pertinents pour nous. Puis, éventuellement, on va venir qualifier plus, là, on va continuer plus loin. L'autre chose, c'est qu'avant de commencer à contacter tout le monde, oh, Marie-Josée? Non, en fait, je croyais pertinent d'ajouter pour les participants à l'atelier aujourd'hui que vous avez préparé un aide-mémoire que nous allons acheminer aux participants donc à la toute fin ou dans les heures qui suivront. Donc, vous êtes là peut-être à prendre 1001 notes, là, mais on a vraiment un document pour vous, là, faciliter la chose par la suite. Effectivement, il y a comme un petit checklist à la fin qui est évidemment sommaire, mais qui va vous montrer les grandes lignes. Puis de toute façon, la présentation est enregistrée aussi, hein, donc je pense que vous pouvez vous y référer. Donc, bâtir un suivi de contact. Est-ce qu'un suivi de contact, oui. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le Trello, qui est un outil là, de suivi de projet? Mais on peut utiliser un Trello gratuit pour faire des suivis de prospection. Là. Je recherche, je vais contacter, j'ai contacté, voici à quelle date, non, 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 non. Ça, c'est un outil gratuit super basique. Mais c'est super si vous voulez vous structurer vous-même, si vous êtes la seule personne impliquée dans le développement des ventes, mais si vous êtes plusieurs collègues, bien là, peut être rassemblé dans le tableau que vous pouvez partager.
Il y a d'autres outils, des CRM, il existe des marques comme Mondays, il existe HubSpot, il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options et d'offres. À vous de voir qu'est-ce qui vous convient. Mais de façon très, très de base, juste de se faire un outil de suivi, puis ça peut être dans Excel, mais c'est la rigueur avec laquelle vous allez l'utiliser qui va faire la différence pour complètement conserver les données et les manipuler de sorte à être structuré dans vos approches. Donc, je ne vois pas plus en profondeur là-dessus, mais ici, là, juste garder ici, recherche de contact. Ça, c'est à contacter. Contact initial par courriel, deuxième contact par téléphone. Vous nommez ça comme vous voulez, vous faites les étapes que vous voulez, mais essentiellement, c'est de se structurer. Donc, avant de contacter un prospect, on fait quoi? On se renseigne sur l'entreprise. Qui est cette entreprise, cette institution, ce commerce? Qui sont-ils? Y ont-ils un site web? Allez vous imprégner de son site web. Allez vous imprégner de leurs réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi leur force, leur faiblesse? C'est quoi où ils sont actifs, moins actifs? Connaître évidemment le secteur d'activité, leurs produits, leurs services, identifier la personne contact. Idéalement, si on est capable de mettre vraiment le nom, un nom. Souvent, c'est là que ça joue. Connaître sa fonction, son historique un petit peu. On va sur LinkedIn. Ah, il a déjà travaillé là. Ah, crème, il a travaillé avec un de mes anciens collègues. Tabarouette, je vais le contacter. Ça nous fait un lien en commun. Nombre d'employés, chiffre d'affaires, connaître les dernières actualités de ce commerce, de cette institution. Utilise-t-il un produit, service concurrent? Toute autre information pertinente. Ça, là, c'est une petite bible pour vous avant de le contacter ou avant d'avoir une discussion en personne. Initier la rencontre maintenant. Fait que là, c'est ce que je vous disais, on peut inviter le client à venir visiter son kiosque, assister à sa présentation, sa dégustation. C'est important de le faire avant la rencontre ou avant l'événement de mariage. Solliciter un rendez-vous à l'occasion du salon, comme je vous disais, inviter le client à un repas en marge de l'événement. C'est très fréquent. À quel moment on contacte un prospect? C'est quoi les bons moments? Mais surtout, c'est quoi les pas bons moments? Évitez de contacter des prospects quand ce n'est pas le temps pour eux. Je vous donne un exemple. Une chocolaterie, on n'appelle pas en février, mars ou avril. Pas autour de la Saint-Valentin, pas autour de Pâques. Ils ne seront pas attentifs, c'est pas le temps, ils sont submergés. On ne contacte pas ces gens-là quand c'est leur période forte. C'est pas parce que vous, c'est tranquille que autres, c'est tranquille. Il faut que ce soit en fonction du prospect. On cible leur période plus tranquille, leur période où on pense qu'ils reprennent leur tâche, leur pile là, qui était épaisse comme ça sur le bureau, qui sont en train de la descendre. Là, on essaie d'entrer en contact avec eux pour essayer d'avoir une minute de leur attention. Là, je peux même vous dire, dans les jours de la semaine, quand on veut contacter quelqu'un, là, même si c'est un client qu'on a déjà, là, si on veut une réponse, si on veut faire avancer un dossier, là, mercredi et jeudi sont les meilleures journées. Le lundi, les gens reviennent, sont submergés de tout ce qui est rentré durant le week-end ou le vendredi. Le mardi, ils commencent à s'en remettre. Mercredi et jeudi, souvent, sont de meilleures journées. En même temps, vous connaissez vos clients. Si le commerce est fermé ou l'institution est fermée un lundi, mais que les gens sont là au travail, puis c'est le bon moment pour leur parler, bien là, c'est le temps. Mais il faut que vous connaissiez à qui vous vous adressez à ce moment-là, puis il faut que vous connaissiez la réalité du prospect que vous voulez contacter. Même les heures dans la journée ont un impact. Vous connaissez l'acheteur, c'est un early bird? Peut-être c'est à 7 heures le matin que vous allez avoir tout de suite une réponse. Du moment qu'il est 9 heures, vous l'avez perdu pour la journée. Je donne un exemple. C'est peut-être pas le cas, mais des fois, c'est le cas. Tu sais, moi, il y a des clients, là, qu'on souhaitait bonne nuit, là, parce que là, c'était le temps d'antenne qu'il y avait, c'était là. C'était rendu le soir. Maintenant, c'est pas toujours le cas. Il ne faut pas que ce soit toujours le cas d'ailleurs. Il faut que tout le monde ait une qualité de vie. Mais, tu sais, quand c'est bien important puis que tu veux avoir ta commande puis que c'est là qu'il dit qu'il est disponible, ben, tu te branches puis tu y vas. Mais tout ça pour dire qu'avoir une oreille attentive de la personne qu'on veut contacter, il faut mettre les chances de notre côté. Donc, ça, c'est avant l'événement. Vous voyez comment il y a de la job à faire avant. On n'est même pas rendu à l'événement de mariage encore. Mais là, on s'y rend. On est dans l'exécution pendant. Avant de se présenter à un événement de mariage, là, juste avant d'embarquer dans votre auto là, pour vous y rendre, il faut que vous fassiez un scénario.
Là, vous vous dites qui vous voulez aller voir. Vous avez fait votre liste. Là. Vous vous attendez que telle institution ou contact ou acheteur va être là. Vous aimeriez parler à ces gens-là, un maximum de ces personnes-là si possible. Et là, il faut que vous soyez prêt à la journée où vous allez vous présenter à lui parler puis à lui faire part rapidement de ce que vous voulez lui faire part. Donc, réfléchissez à une ligne d'accroche d'introduction. Puis ça dépend de chacun, parce que si c'est une institution, je ne sais pas moi, qui a été reconnue dans le top 10 au Québec pour la qualité de son alimentation, OK? Ben, c'est un beau liner d'approche, là. Hey, bonjour, félicitations, j'ai vu que vous avez gagné telle reconnaissance, j'étais super contente de voir ça, je vous suis sur les réseaux sociaux, non, non, non. Vous démontrez un intérêt envers la personne, mais surtout ce qu'elle représente, l'institution qu'elle représente. Souvent, c'est une belle approche. On parle de lui avant de parler de nous. On le met pas en confiance, mais on lui démontre qu'on connaît à qui on parle, qu'on s'est informé à son sujet. Ensuite, au moment où on lui parle, ben rapidement, on arrive quand même à dire, ben oui, moi, je suis Judith Boulanger, puis on est en train de faire ça, puis on a une belle offre pour des institutions comme la vôtre, puis tu sais, là, on arrive avec ce qu'on veut pousser, puis on laisse quand même des temps, on écoute. Parce que des fois, on pense qu'on va l'idée la conversation, mais des fois, on est bien surpris que c'est l'autre qui, suite, on lui dit félicitations, non, 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 vous avez gagné, puis là, paf, ça vient de toucher une corde sensible, il nous en parle pour 5 minutes, 10 minutes là, de cette reconnaissance-là, puis comment ça se fait qu'ils ont eu ça, puis ils sont donc contents, puis ci, puis ça. Which is fine, on l'écoute. Pendant qu'il nous dit ça, on écoute réellement ce qu'il nous dit, c'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup d'efforts en ce sens, ils ont mis beaucoup l'emphase sur tel type d'aliments, ils ont restructuré leur chaîne d'approvisionnement, ils ont ci, ils ont ça, peu importe ce qu'il dira. Écoutez-le parce que ça peut être très, très utile pour dire, ben justement, nous, on a un produit qui entre exactement dans votre ligne de pensée, dans votre stratégie, on pense que ça pourrait être gagnant. Tu sais, il faut s'ajuster. Si on pensait y parler qu'on offre maintenant nos produits emballés en paquet de 96, puis ils viennent nous dire que oui, on a tout changé notre logistique, puis on a des livraisons fréquentes, mais on veut des petites quantités, ben on ne le charmera pas en disant, ben justement, j'avais un format club pour vous. C'est pas ça qu'il veut. Il vient de te le dire. Fait que, tu sais, il faut vraiment être attentif. Puis cette rétroaction-là du client est extrêmement précieuse. Puis après, ben si on est capable de dire, ben écoutez, j'aimerais ça qu'on se rencontre, est-ce que ce serait possible qu'on prenne rendez-vous? Généralement, c'est le bon moment des cartes d'affaires, puis ci, puis ça, puis de dire, ben je vais vous recontacter, puis on va convenir d'un temps. Je vais vous envoyer ce dont je vous ai parlé par courriel. Ta, 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 ta. Fait que ça, c'est d'avoir une idée de votre storytelling avant d'y parler, mais on ne peut pas faire un monologue, c'est un dialogue et celui qui écoute le plus, c'est vous. Donc, à partir de là, c'est extrêmement intéressant d'avoir en tête les interlocuteurs à qui on veut parler pour savoir quoi leur dire comme approche. Ensuite, selon la rétroaction du client, on fait un suivi selon ce qu'il nous a dit, selon ce qu'on s'est engagé à faire, premièrement, et selon ce qu'il nous a dit. Hey, là, c'est vraiment pas le temps, on est dans le jus, là, mais c'est sûr que je dirais dans un mois, là, je vais avoir le temps, là, je vais être rendu à regarder ce dossier-là. Ting! Un mois. Il n'a pas dit dans 3 jours, il a dit un mois. Bon. Fait que là, ben, embarquez avec ça. On veut un contact qui est convivial, qui est rythmé, qui est positif. On veut avoir laissé une empreinte positive dans l'esprit de l'interlocuteur. On ne veut pas qu'il soit dit « Hey, elle était fatigante en tabarouette ». On ne veut pas ça. On ne veut pas non plus qu'il dise « Elle ne sait pas de quoi elle parle ». On ne veut pas non plus qu'il dise « C'était n'importe quoi ce qu'elle me disait, son entreprise n'a rien à m'offrir. Elle m'a fait perdre mon temps. Moi, j'achète même pas de ça. » Fait que tout ça, c'est important là, qu'on se fasse une tête avant même de le contacter. Puis ça va arriver qu'ils trouvent qu'on n'a rien à y dire pour lui, puis ça arrive qu'ils ne sont pas réceptifs, puis ça arrive qu'ils n'en ont rien à battre qu'on ait fait tout ça. C'est ça, le développement des ventes. Il ne faut pas se laisser démonter, mais nous, il faut être professionnel dans notre approche. Puis quand on a fait nos devoirs avant de faire tout ça, ben on a été professionnel dans notre approche, puis des fois, ça finit par thanks, but no thanks. Puis on le met de côté temporairement jusqu'à une prochaine fois. Puis d'autres fois,
il y a une petite craque qui s'est ouverte, il y a un petit peu de lumière qui rentre, et puis il faut absolument saisir cette opportunité-là. Fait que c'est ça que je veux vous dire dans nos contacts sur place avec du monde. Maintenant, ce qui est important, laissez de l'espace pour l'écoute. Je vous l'ai dit, il faut écouter ce qu'il nous dit parce qu'il nous donne des indices. On prend des notes de la conversation. Évidemment, quand on est debout à un cocktail, on ne note pas nulle part, là. On mémorise les choses importantes qu'il nous dit. Puis après l'échange, on identifie le degré d'intérêt, puis on qualifie le lead. On lui donne une cote. Est-ce que c'est quelqu'un à recontacter? Absolument, moyen ou à un moment donné. Tu sais, je donne une image, là, mais vous donnez la cote comment vous voulez. Vous pouvez la mettre sur 10 si vous voulez. Vous pouvez donner une couleur jaune, vert, rouge ou vert, jaune, rouge plutôt. Mais vous le qualifiez. Puis ça, c'est quand vous retournez à votre bureau, que vous mettez ça dans le tableau que vous vous êtes créé pour ne pas perdre ces infos-là. Ce qu'il vous a dit, notez-le. Ils sont en fin d'année fiscale, ils coupent tout. Ils n'achètent pas, il se passe ci, ils se sont fait couper tant de subventions. Au contraire, ils ont une giga subvention, ils vont agrandir toutes les installations, les achats vont exploser. Notez-le, notez-le, notez-le. Et identifiez à quel moment vous allez faire le suivi. On ne fait jamais une interaction initiale sans qu'il y ait de suivi quand il y a un potentiel pour continuer. Donc, au moment de votre participation, comment on participe aussi? Puis comment on fait pour parler à ces gens-là? Bien, dynamisme et proactivité. Je vous l'ai dit, vous êtes des acteurs, vous n'êtes pas des spectateurs. Dans un événement de maillage, vous êtes proactif. Il faut repérer les prospects que vous avez ciblés, puis définir une stratégie pour entrer en contact avec eux. Quand je dis une stratégie, c'est que si vous connaissez le gars qui est dans le kiosque en face, puis qui est super ami avec l'acheteur que ça fait 2 ans que vous essayez d'approcher, ben quelle belle opportunité d'aller voir l'acheteur en face, l'exposant en face, puis de lui dire, écoute, moi j'aimerais vraiment que tu me présentes à cette personne-là si c'était possible. C'est une façon de faire. Il faut s'assurer d'être visible et bien identifié pour que vos prospects vous repèrent facilement, soit dans le kiosque, soit sur votre personne avec un tag ou peu importe, là, le logo de l'entreprise ou juste de vous présenter adéquatement. Pour attirer l'attention, susciter l'intérêt, évidemment, quand c'est un kiosque qui soit dynamique, que le matériel visuel, votre activité dans le kiosque, les articles promotionnels, tout respire le dynamisme et suscite l'intérêt. Lors d'un événement de réseautage, bien, une présence proactive. Allez vers les gens, ne restez pas dans un coin de la salle. Demandez à des contacts communs de vous présenter, comme je viens de vous dire. Faut se mêler. Puis là, pour certains, c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que c'est intimidant quand c'est une foule de gens qu'on connaît très peu ou pas. Mais il y a toujours souvent quelqu'un qu'on connaît ou quelqu'un en lien avec quelqu'un. Puis de fil en aiguille, on parvient à s'intégrer puis à créer des conversations qui nous mènent à des objectifs qu'on s'est fixés. Assurez-vous d'avoir les bons outils pour noter toutes les informations pertinentes reliées aux prospects rencontrés. Bon, comme je vous disais, essayez d'aller chercher les coordonnées, les secteurs d'activité, meilleure façon et moment pour les rejoindre, leurs intérêts par rapport à votre offre de produits ou services, puis toute autre information professionnelle ou personnelle qui pourrait vous être utile. OK, là, vous allez dire franchement de quoi se mêler avec les informations personnelles. Non, non, non. Si le gars vient de vous dire que sa fête, c'est la semaine prochaine, il va avoir 50 ans, puis c'est le plus gros boss de sa vie parce qu'il part au Tibet, c'est pas dur d'y envoyer un petit courriel de bonne fête la semaine d'après, puis de souhaiter un beau voyage au Tibet. Vous allez dire, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que vous allez lui faire plaisir, il va se souvenir de vous, puis quand vous allez être rendu à lui parler de business, il va peut-être, possiblement, vous écouter davantage. Je parle par expérience. J'ai offert personnellement un gâteau à une acheteuse qui était extrêmement difficile. Donc, en passant, c'est la fête aujourd'hui. Ça fait 20 ans à peu près que je la connais, puis ça fait 20 ans que je n'oublie pas sa fête. Je lui ai apporté un gâteau, moi et ma collègue. On a fait ça. Elle était extrêmement touchée. Ça l'a ouvert je vous dirais que ça lui a. C'est une personne extrêmement rigide, extrêmement exigeante et intransigeante envers les fournisseurs. Mais personne, ni de ses collègues, ni de ses fournisseurs, avait pensé à souligner sa fête. Et puis, accentué par tout notre bagage professionnel, tout notre apport professionnel, etc., le fait de prendre soin de l'humain en elle a complètement changé notre façon de faire affaire avec elle. C'est devenu beaucoup plus plaisant
et de plus plaisant. Elle a reconnu notre professionnalisme, notre sérieux, nos qualités de fournisseurs. Notre business a juste mieux été et pendant des années, on a eu une business beaucoup plus fructueuse avec elle. Je vous jure que ça part du gâteau de fête. Puis elle m'en a reparlé il y a à peu près 5 ans pour me dire que ça avait été le game changer. Fait que quand on pense que c'est pas utile, c'est pas vrai. L'humain demeure l'humain et derrière tout acheteur, il y a un humain. Alors, idéalement, on en prend soin. L'autre chose aussi, c'est que êtes-vous sûr que vous envoyez les bonnes personnes à l'événement de mariage? Quelqu'un qui est tétanisé par le fait d'aller vers les autres, qui n'aime pas se vendre, qui n'aime pas vendre l'entreprise, qui n'est pas à l'aise dans un contexte de réseautage ou d'exposition, mais c'est peut-être pas la bonne personne à envoyer aussi. Tu sais, c'est une torture pour ces personnes-là et ça a le double effet de ne pas rendre service à votre entreprise. Donc, réfléchissez à la personne que vous envoyez lors de ces événements-là. Tu sais, c'est important, là. Lors d'expositions commerciales, je ne sais pas lesquelles vous faites ou les organisations auxquelles vous participez, mais quand il y a possibilité de scanner les badges des participants, c'est extrêmement important, extrêmement précieux parce que là, on compile toutes les informations des gens à qui on a parlé. On a généralement leur nom, leur fonction, l'entreprise ou l'institution pour laquelle ils travaillent, leurs coordonnées. Donc, ça vaut la peine, là, généralement. Sinon, ben, arrangez-vous avec vos cellulaires, prenez des photos, prenez des notes. On ne laisse pas passer une personne à qui on a parlé dans un kiosque sans prendre ses coordonnées. On garde ces infos-là parce qu'on veut les recontacter, on veut entrer en contact éventuellement pour aller plus loin. Donc, un petit récapitulatif ou quelques petits trucs, là. Lorsqu'on parle à un contact, ne pas parler trop vite. Des fois, on a l'impression qu'on les dérange, on ne veut pas les déranger. Là, on se met à parler vite de notre affaire, puis on va un petit peu, tu sais, c'est comme on a l'air un peu trop stressé. Bien, il faut prendre le temps d'articuler, il faut prendre le temps d'être sûr qu'ils nous comprennent bien. À l'inverse, ne pas parler trop lentement. Ça, là, quelqu'un qui finit plus, là, puis que chaque phrase dure une éternité, tu perds l'attention de la personne. La personne t'écoute, là, étant face à face, là, ben, juste une cadence normale, mais pas trop là non plus, on perd l'intérêt. Il faut adapter son niveau de langage à l'interlocuteur. Quand on parle à quelqu'un, je ne sais pas moi, un étudiant au secondaire versus un professeur à l'université, on n'utilise pas vraiment le même langage parce qu'on veut atteindre notre objectif. Puis notre objectif, c'est qu'ils nous écoutent, qu'ils nous entendent. Donc, à partir de là, on adapte notre langage. C'est important, vous le savez, vous allez voir à qui vous allez vous adresser. Bien, ces personnes-là, s'ils ont un langage, je ne sais pas moi, nutritionnel important, maîtrisez le langage nutritionnel. Si ces gens-là ont un langage logistique important, soyez certains de connaître les termes logistiques, d'être en mesure de leur en parler. C'est des petits trucs comme ça là, pour s'assurer que la communication se passe bien. Toujours garder un ton amical, évidemment. Le but, c'est certainement pas d'avoir l'air agressif. Un ton de proximité. Une petite camaraderie, mais pas trop grande. Puis, si l'acheteur est quelqu'un qui aime beaucoup les grands égards, bien là, on ne fait pas la révérence, mais on y va avec le vous gros comme le bras, puis on en met plus que le client demande. Ce que je veux dire, il faut assez saisir notre interlocuteur pour s'ajuster dans notre façon d'être. Faire preuve d'humour. Ça, faire preuve d'humour, ça a toujours sa place. Évidemment, un humour, comment je dirais ça, un humour qui passe bien, là. Pas un humour là, qui n'a pas de bon sens ou que vous feriez nécessairement avec vos meilleurs amis puis que tout le monde se taperait ses cuisses. Là. C'est pas ça le but. C'est juste d'avoir un humour là, assez pour décrocher un petit sourire. Là, ça c'est toujours utiliser un référent que tout le monde connaît ou c'est toujours un peu winner, ça. Puis l'autre chose, c'est ne pas pousser si l'interlocuteur n'est pas prêt à ce moment-là. Quelqu'un qui vous dit, garde, j'ai pas le temps, puis ça m'intéresse pas. Ouais, mais moi, je veux vraiment, attends un peu, là. Laisse-le respirer, il vient de te dire que c'est pas le bon moment. Ah, ben donc, là, c'est pas le bon moment, mais il y en aura un bon moment. Assurez-vous d'avoir ses coordonnées pour le contacter. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu partagé aujourd'hui, Judith. C'est très, très, très intéressant. Vous deviez être une vendeuse redoutable. J'en profite pour rappeler aux gens que s'ils ont des questions, peu importe le moment, il y a la section Q&R, questions-réponses, qui vraiment est dédiée à recevoir vos questions. On va se faire un plaisir d'y répondre pendant ou à la toute fin de la présentation. Alors, n'hésitez pas à le faire. Et si, bien sûr, vous souhaitez réécouter le tout,
vous remettre dans le contenu après coup. Ce sera disponible, évidemment, là, comme on le mentionnait, sur le site rtcbq.com. La présentation elle-même ne le sera pas, mais le contenu vidéo sera dans l'intégralité disponible. Je vous laisse poursuivre. Merci. Bon, ben, coudonc, on est rendu après l'événement. L'événement s'est bien passé, pas de mort, pas de blessés. Vous avez parlé à plein de personnes, des gens que vous aviez contactés au préalable, des gens nouveaux que vous avez découverts pendant l'événement de maillage. Et là, on a remballé nos affaires, puis on rentre chez nous, à l'entreprise, pour se préparer à la suite. Maintenant, je ramène mon entonnoir. On est rendu ici, les prospects qualifiés. Bien là, on a de nouveaux prospects identifiés, peut-être qui se sont ajoutés à la liste que nous avions déjà. Maintenant, on essaie de qualifier maintenant, suite à nos interactions qu'on a eues avec ces clients-là, suite aux conversations qu'on a eues, il y a peut-être des gens qui ont fait « Oh là là, eux autres, ils se ramassent en top de ma liste. » Il y en a d'autres qui on leur a parlé en personne, puis finalement, ils se ramassent complètement au bas de notre liste. Ça aussi, ça arrive. Et puis, on veut évidemment tendre vers la conversion client. Donc, qu'est-ce qu'on fait en revenant d'un événement? On range ça dans notre bureau, on dépose l'ordinateur, puis ciao, bye, on s'en va, puis on ne parle plus de ça? No way! Toute votre crédibilité d'entreprise, toute votre crédibilité, je dirais même personnelle au niveau professionnel, passe par vos suivis que vous allez faire. Vous avez sollicité du temps d'antenne à des personnes, elles vous l'ont accordé. Maintenant, c'est le temps de donner suite. Parce que si vous dites que vous alliez faire ci, faire ça, faire ci, faire ça, oui, oui, je vous reparle la semaine prochaine, je vous recontacte la semaine prochaine, et que son de criquet, pas de suivi. Ah oui, oui, je vais vous envoyer des échantillons, je vais vous faire goûter à ça. Pas de suivi, vous venez de perdre complètement l'intérêt. Donc, tout ce que vous avez eu comme interaction puis information lors de l'événement, vous devez l'intégrer les notes dans votre logiciel de suivi. Comme je vous dis, ça peut être un fichier Excel, là. Mais d'intégrer les éléments que vous avez appris qui sont pertinents à une potentielle relation d'affaires, vous devez les mettre par écrit, vous devez les documenter. Ensuite, vous prenez action sur les suivis à faire. Rassemblez la documentation requise. Vous voulez envoyer le document, vous voulez envoyer un autre document que vous n'aviez pas prévu, mais que vous avez, votre catalogue, une liste de prix, peu importe. Notez un rappel dans le calendrier pour revenir en fonction du délai mentionné au client. On ne peut pas des fois revenir à tout le monde en même temps. En même temps, il ne faut pas laisser un lead, un prospect s'éteindre. Donc, il ne faut pas laisser des délais complètement démesurés parce qu'ils vont avoir eu le temps de vous oublier puis ils vont être passés à un autre appel. Et devinez quoi? La compétition, elle, qui lui a parlé aussi, ça se peut qu'elle ne l'oublie pas puis qu'elle fasse son suivi un petit peu plus vite que vous. Puis là, vous allez vous faire passer un lapin. Donc, c'est important, très important de faire vos suivis. Je ne le dirai jamais assez. Si on récolte de l'information pertinente à communiquer à l'équipe, on le fait rapidement. Je reviens toujours avec toute votre chaîne en arrière de vous, là, tout ce qui est avant les ventes. Là. S'il y a des éléments que vous avez appris, s'il y a des arguments que des clients ont dit contre votre produit ou votre service, puis que vous faites « ouais, c'est vrai », par exemple, ça, on n'avait peut-être pas pensé à ça, mais communiquez-les pour qu'en équipe, vous puissiez analyser ces commentaires-là, puis déterminer si vous devez y remédier ou pas, si vous décidez d'y remédier ou pas. Si c'est un deal breaker, que je ne sais pas, moi, les dates d'opération de vos produits sont trop rapprochées, puis c'est parce que vous n'avez pas tel procédé d'emballage qui fait en sorte que votre produit a une durée de vie plus courte. Est-ce qu'il vaudrait mieux investir là, pour essayer d'aller chercher les segments de marché que vous avez visés? Bien là, ça commence à être une réflexion importante au sein de l'entreprise. Fait que, tu sais, c'est ce genre de commentaires-là, c'est important. Votre packaging, les gens trouvent qu'il n'est pas lisible, il manque des informations importantes. Bon, bien, revenez avec les commentaires, partagez-les à l'équipe pour que des solutions ou à tout le moins qu'ils soient discutés à l'interne s'il y a des décisions qui doivent être prises. Et si vous décidez d'ajuster l'offre ou le produit ou le service, bien, ça vous donne une belle occasion de revenir à votre client pour dire « Vous aviez raison, vous nous avez parlé de ça, puis on a décidé de faire telle action qui fait en sorte que je suis en mesure de vous offrir ça. » Donc, c'est important.
Ensuite, comment on contacte un prospect? Comment on fait le suivi? Bon, bien, premièrement, je dis tout de suite ma phrase que j'écris en bas, on ne tourne pas autour du pot. Oui, on peut y souhaiter, on espère qu'il y a eu un beau show. Oui, on espère qu'il a passé une belle soirée réseautage. Oui, on espère qu'il a passé un beau voyage parce que le lendemain qu'on s'est parlé, il partait. Oui, une petite phrase. Après, c'est business. On exprime clairement la raison de notre suivi. Suite à notre conversation du 3 janvier dernier, vous aviez émis l'intérêt pour recevoir des échantillons. Ben voilà, j'ai mis ça dans la poste. Non, 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 tu sais. J'aimerais savoir si on peut se rencontrer. Je vous partage la liste de prix. Vous voulez une commande et vous le dites clairement. Vous ne voulez pas juste jaser jusqu'à la fin des temps. Vous aimeriez faire affaire avec cette personne-là et c'est une discussion professionnelle. Donc, on établit ce que vous voulez dire, là, mais il faut finir avec « Moi, je veux faire affaire avec vous. J'aimerais que vous nous essayiez comme fournisseur. » Ensuite, devinez quoi? On réécrit dans notre tableau où on en est. J'ai fait mon suivi. Il s'est passé telle affaire. Et il m'a répondu ça. J'ai envoyé les échantillons. Il y a les listes de prix en main. J'attends son retour. 9 fois sur 10, il se passe quoi? Vous n'avez pas de retour. Ah, surprise. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On reprend le bâton du pèlerin et on fait un suivi. Bonjour, ça fait maintenant une semaine, vous avez reçu notre échantillon. Non, 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 qu'est-ce que vous en avez pensé? J'aimerais savoir, est-ce qu'on peut répondre aux questions? Peux-tu... Là. On revient et on revient comme un métronome jusqu'à temps que le client dise non, ça suffit, je ne veux plus entendre parler de toi. Ou plutôt qu'il nous dise ça va me faire plaisir, là, je suis rendu là, je vais vous commander mon premier PO. Ce que je veux dire, c'est que ça finit pas toujours mal, ça finit pas toujours bien. C'est pas tous les prospects qu'on convertit en clients, mais tous les prospects doivent être pris en charge de façon professionnelle et avec des suivis réguliers. Et souvent, ça nous mène à des beaux résultats. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire maintenant? Il ne faut pas être mal préparé avant d'entamer un contact. Je vous l'ai dit à quel point la préparation est importante. Avoir l'air improvisé puis pas maîtriser ni des informations sur le client, ni notre propre offre, notre propre produit, notre propre entreprise, puis bégayer quand vient le temps d'en parler. Pas connaître l'offre de la compétition, fait que pas être capable de dire, ben oui, mais nous, on a une offre distinctive de cette façon-là parce que vous le savez, vous avez une offre distinctive en connaissant ce que les autres offrent. Tout ça, c'est extrêmement important. S'engager auprès d'une personne qui n'est pas en position décisionnelle. Ça, là, très important. C'est qui l'acheteur? C'est qui où se prend la décision? C'est cette personne-là à qui vous devez parler. Parlez pas à tout le monde autour dans cette boîte-là. Ce n'est pas celle-là qui va prendre une décision, c'est l'acheteur lui-même. Identifiez quelle est cette personne et c'est avec cette personne-là que vous échangez. Ne pas écouter le prospect. Ça, je vous l'ai dit. Si le prospect, en discutant, vous émet des réserves, vous informe de toutes sortes de choses sans nécessairement vouloir, mais finalement, vous voyez bien qu'il vous en dit beaucoup, il faut l'écouter. Il faut faire de l'écoute active, comme on dit, de l'écoute où vraiment l'info rentre. Ne pas bien comprendre à qui tu t'adresses, sa culture, son milieu, les enjeux locaux. Si vous parlez de quelque chose qui a zéro rapport avec la réalité de l'institution ou de le commerce auquel vous vous adressez, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ils ne sentiront pas que vous connaissez leurs besoins spécifiques, donc ils n'ont pas l'impression que vous allez avoir une offre spécifique pour eux. Comme je viens de dire, arriver avec une offre complètement pas adaptée à leurs besoins. Ouais, ça, ils vont faire, ça me rejoint même pas. Tu sais, je vous donne un exemple. Je sais pas moi, un magasin d'alimentation biologique, puis là, tu arrives avec ta meilleure offre de bœuf haché, tu sais. Puis pas juste biologique, mais végétarienne et biologique, tu sais, ça va faire poète-poète. Trop vouloir, avoir l'air désespéré. Ah oui, ça, faut pas avoir l'air désespéré. Faut vouloir, faut démontrer notre intérêt, mais faut pas indiquer que la survie de votre entreprise est en jeu ou votre poste ou ci ou ça. Non, ça,
On n'entre pas là-dedans. On ne veut pas donner une responsabilité à l'acheteur comme si sa décision allait avoir un impact négatif sur une entreprise, des gens, tout ça. Non, on ne renverse pas le fardeau à un acheteur. Être trop intense ou intrusif, je vous donne un exemple ici, là. Ben là, pourquoi vous n'avez pas fait ça plus tôt? Voyons donc, vous pourriez avoir sauvé je ne sais pas combien là, depuis 2 ans. Un ton comme ça, un acheteur que peut-être qu'il aurait dû faire un changement, effectivement, peut-être qu'il n'a pas pris la bonne décision au bon moment, mais ce n'est pas à vous de le faire et encore moins sur un ton pour le coincer. Ça, c'est une très mauvaise pratique que encore là, le faire sentir coupable ou le faire sentir inadéquat dans son rôle. C'est pas super winner pour qu'il devienne un allié. Donc, le dernier point ici, ne pas effectuer les suivis suite à la prise de contact. Ça, je vous dis, là, c'est tellement fréquent. Tellement fréquent. Les gens dépensent des dizaines de milliers de dollars des fois en exposition commerciale. Ils reviennent avec une liste là, de je ne sais pas combien de contacts qu'ils ne font pas de suivi avec eux. Ces contacts-là n'entendent plus jamais parler de l'entreprise. Ben, ça donne 0 en bout de ligne. Maintenant, ça, c'était les choses à ne pas faire. Les derniers trucs du pro, vous allez voir, des fois, c'est un peu général là, pour tous les types de domaines, mais c'est un très grand pro de la prospection avec qui j'ai travaillé, puis on a bâti ça ensemble. Bon, ça prend de la détermination. Oui, ça prend de la détermination pour contacter des prospects puis les convertir en clients. Suivi quelques jours / semaines après un premier contact. Friendly, you need to relate. Je vous l'ai dit, il y a de l'anglais chez nous. Faut que ce soit agréable. Quand on dit friendly, c'est amical. Oui, il faut respecter un certain statut. Monsieur, madame, etc. Des fois, c'est ça qu'ils veulent. Des fois, ils veulent qu'on les appelle Robert. C'est correct de l'appeler Robert. Des fois, il dit, moi, je ne veux plus que tu me vois, c'est tu. Ben, allez-y. Respectez le désir du client. Tu dois être un caméléon. Ben, ça revient à ça. Tu prends la couleur qu'il aimerait que tu veuilles. Évidemment, respecter vos valeurs, là, mais tu sais, il faut essayer. Le vent va par là, puis lui, il aime ça, ben vas-y un petit peu par là, tu sais. Tu dois croire en ton produit. C'est quoi les points forts de ton produit? You need to own it. Tu as besoin d'être ton produit. Tu as besoin d'en parler avec conviction. La personne qui crée le contrat doit demeurer le point de contact. Ça, idéalement, là, tant qu'une relation d'affaires n'est pas établie sur une certaine période de temps avec un client, la personne qui a établi le premier contact devrait être celle qui continue à suivre le dossier avec la personne chez le client. Parce qu'il y a un lien de confiance qui s'est établi avec cette personne-là. Puis à partir de là, il faut le maintenir. Il faut essayer de le garder. Si on dit, ben là, ça va être dorénavant la fille qui travaille là, puis le gars en comptabilité, puis ci, puis ça. Ah là, le client, là, généralement, vous le perdez. Ça l'impatiente, puis il n'y a pas le goût de ça. Réglez vos poutines internes. Soyez la personne hub, là, la personne chef d'orchestre à l'interne, et revenez à votre client. Notez toutes vos conversations. Les détails sur la vie personnelle, je vous le dis, les loisirs, les besoins, les réalités du client dans son propre emploi. Prenez des notes. Soyez analytique, saisissez votre interlocuteur. Il est-tu en début de carrière? Il veut-tu se prouver? C'est quoi ses objectifs personnels? Comment bien le faire paraître? Il faut bien faire paraître un acheteur dans des entreprises ou des institutions. En vente, en prospection, you're gonna fail over and over again. Il va y avoir beaucoup de prospects qui ne seront pas convertis en clients. Oui, c'est la vie. On ne réussit pas tous. Mais il faut continuer, il faut persister, il faut démarcher autrement, il faut trouver d'autres angles. Souvent, la roue commence à tourner après 1 mois. Souvent, là, quand on réussit à établir un contact puis qu'il y a un petit peu de réciprocité puis tout ça, là, à un moment donné, là, il y a une roue. Là, quand on le contacte, il va répondre. Tu sais, il y a comme un lien qui s'établit. Utiliser l'humour, c'est toujours un facteur intéressant, vraiment. Même les personnes qui nous apparaissent les plus sérieuses à un moment donné ont réussi à leur arracher un petit rire. Be the funny guy, ben, c'est un peu la même chose. Là. Trouver la petite façon pour le faire sourire. Ne jamais arrêter de faire des suivis jusqu'à ce que l'interlocuteur dise non, comme je vous ai dit. Pas du harcèlement, là.
Des suivis. Des suivis, ça veut dire à fréquence, style à chaque semaine, à chaque 2 semaines. Un petit suivi. Avez-vous eu le temps de regarder mon précédent courriel? Avez-vous eu le temps de voir le paquet que je vous ai envoyé pour constater notre packaging? Tu sais, puis tout ça professionnel, là. Tu sais, on est dans le domaine professionnel. Tu veux que le client ait une confiance en toi, que tu gagnes cette confiance-là et que tu fasses même ses commandes et ses recommandations. Des fois, on en arrive là avec un client. On lui dit, moi, je pense que votre besoin, là, on pourrait vous offrir ça, puis je crois que ça conviendrait exactement à votre besoin. Puis souvent, les clients, quand ils sont moins familiers peut-être avec votre produit ou service, vont dire, ben écoutez, je vais vous écouter, puis on va commencer avec ça. Puis généralement, là, après, ça part, puis on a une belle relation d'affaires avec ces gens-là. Alors, c'était pas mal nos trucs et conseils à la business. J'espère que vous avez aimé. J'espère que c'est utile pour vous. Alors, nous autres, là, on est la Business Agence. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On a aussi un site web qui est labusiness.ca. Merci beaucoup, Judith. Vraiment, vraiment intéressant. Pour ma part, j'ai adoré. Et si les participants ont des questions qui popent un petit peu plus tard, ils pourront toujours nous les adresser via, entre autres, la messagerie générale du RTCBQ. Alors, info à commercial rtcbq.com. Puis si ça devient pertinent de le faire, ben, il y aura peut-être une suite à cet atelier. Merci à tous d'avoir été parmi nous aujourd'hui, une fois de plus, très intéressant. On vous rappelle qu'il y a une aide-mémoire qui vous sera acheminée par la suite et vous pouvez revisionner le tout. L'enregistrement sera disponible aujourd'hui sur le site www.rtcbq.com. Et afin de nous aider à demeurer pertinent avec le contenu proposé dans cette série de webinaires, nous vous remercions à l'avance de compléter le formulaire d'évaluation qui vous sera aussi acheminé par la suite. Ne manquez pas notre prochain Midi Snack, c'est le 11 mars. Alors, le sujet, séduire les institutions en répondant à leurs besoins institutionnels. Et bien évidemment, j'espère que vous vous inscrirez nombreux à cette prochaine rencontre, à ce prochain webinaire. Voilà, on partage à l'instant l'adresse là pour communiquer avec nous, info@rtcbq.com. Merci à tous, passez une excellente journée. À bientôt.